Y'a les gens. Alors aujourd'hui on est au musée d'art et d'histoire, donc c'est le superbe bâtiment qui est là-bas, qui est tout à fait magnifique et tout à fait ancien. Donc bon, comme pour le musée d'histoire naturelle, il va y avoir plusieurs parties. Donc comme le musée est très très grand, je pense que vous en doutez un peu vu la taille du bâtiment, il va faire dans genre 300 mètres de long en plus. Donc voilà, aujourd'hui je sais pas encore sur quel étage je vais commencer à vous parler, mais on y va, let's go! Bon, du coup j'ai décidé de vous faire un ordre à peu près logique. On va commencer par le bas en montant dans les différentes parties. Donc aujourd'hui c'est l'archéologie, donc il y a la préhistoire dont je vais commencer, qui est donc tout en bas là-bas, après avoir descendu le magnifique escalier du hall. Donc ensuite on aura l'archéologie, Égypte, Proche-Orient, Grèce, etc., etc., qui est à cet étage. Et où il y a la cour qui est là-bas. Donc bon, il y a pas mal de monde, donc je vais essayer de vous la montrer plus tard. Donc allez, à tout de suite. Donc nous sommes au moins deux. C'est la salle de l'archéologie régionale. Donc nous avons des traces d'occupation de Genève qui datent du Paléolithique jusqu'au Moyen-Âge dans cette pièce. La zone de Genève et ses environs ont toujours été peuplée depuis fort longtemps. Donc, bon, au Paléolithique, on a trouvé exclusivement des traces d'habitation sous des rochers, dans des cavités, avec des débuts de travail de la poterie, des travails des os, des travails des pierres, silex, et choses du genre. Après, bon, je passe un peu le néolithique, je passe directement à l'âge du bronze. C'est là que nous trouvons les premières traces d'installations permanentes dans la région de Genève, donc avec les premières fabrications d'outils en bronze, tout cela. Je vous mettrai certainement des photos des petits objets qu'il y a dans toutes les vitrines, que je ne vais pas vous les montrer en détail non plus. Là on a une cuirasse qui a été retrouvée dans une réserve, donc à un moment où il y avait un stock de matériel, certainement destiné aux soldats. Une chose que je voulais vous montrer, que j'ai trouvé fort amusant, c'est une reconstitution de à quoi ressemblait la zone du lac Léman avec l'Arve et la jonction, donc la jonction avec le Rhône. J'essaierai de vous montrer plus en détail avec une carte actuelle et en comparaison avec celle-ci, pour que vous vous rendiez compte de comment on a canalisé la zone, étant donné que la plus grande partie de Genève bas, entre guillemets, tout ce qui est au niveau entre la jonction et le lac Léman était une zone marécageuse à l'époque. Donc tout ce que nous voyons, tout a été bétonné, goudronné. Donc la zone a bien changé. Nous sommes au niveau d'une statue monumentale en bois. Elle a été découverte à côté d'un port celtique. Au début, on pensait que c'était une statue qui datait du Moyen-Âge. Ensuite, de la période gallo-romaine. Et des analyses ont révélé qu'elle datait de l'époque celtique. Ce qui en fait la plus grande statue en bois de cette époque qui a été retrouvée. Et en dessous, nous avons un squelette. Attendez, je vais m'avancer. Nous avons un squelette qui a été inhumé en position assise, qui était une position qui était réservée au sacrifice humain. Donc c'est un jeune Gaulois qui a été sacrifié en l'honneur d'une divinité. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi cette position était réservée aux personnes sacrifiées, mais on en a déjà retrouvé plus d'une vingtaine de squelettes dans cette position à différents endroits en France. Alors là nous sommes devant une vitrine comportant deux crânes humains et des fémurs, des humérus humains et tous portent des coups d'armes tranchantes, donc des coups d'épée ou des dagues, des choses dans ce genre-là. Bon, sur les crânes, ça ne se voit pas vraiment, donc ce sont globalement des sortes de fractures plutôt droites. Bon, après, comme le crâne est un petit peu tourné, je ne sais pas si une partie du crâne manque à cause d'un coup d'épée ou si c'est à cause du temps, hein. Comme il date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc pareil pour celui-là. Donc, voilà. Et lui, il comporte aussi un petit trou, voilà. Donc bon, il n'est pas expliqué le pourquoi du comment il a ce trou, mais voilà. Et en dessous, nous avons donc les humérus tranchés. Donc nous voyons, par exemple sur celui-là, que ça a été particulièrement net.
ce qui, d'après les explications, serait dû peut-être à des blessures qui ont été faites après des sacrifices humains. Oui, nous sommes dans une petite pièce située à côté de la galerie sur l'archéologie locale, régionale, pardon. Et donc il y a cette maquette d'une maison romaine qui se situait au niveau du parc de la Grange. Donc bon, c'est le parc qui se situe de l'autre côté de la route, au niveau du Baby-Plage, pour ceux qui connaissent Genève. Éventuellement, si vous ne savez pas le nom de ce parc. Donc bon, nous avons des fresques qui ont été récupérées sur les lieux de la fouille. Également des morceaux de murs peints, là. Et bon, pareil de ce côté, sauf que les vitrines sont vides, elles sont en changement. Bref, c'était pas particulièrement pour ça que je viens dans cette pièce, c'est juste que comme je suis un petit peu à côté, je suis pas sûr que le gardien m'entende. En fait, bon, il y a un gardien évidemment comme dans tous les musées, voilà. Mais en fait, il m'épie depuis tout à l'heure et je sais plus parler. Je sais plus parler, il me stresse, un truc de fou. Donc voilà, je vais essayer de me calmer pour vous faire un contenu intéressant. Mais là, je suis relativement stressé par sa présence. Allez, on continue la visite, les gars. Nous sommes devant le visage d'un jeune homme idéalisé. Donc c'est une pièce en bronze qui date de l'époque romaine, qui avait une grande influence sur Genève. Donc bon, la Rome avait une très forte influence sur toute l'Europe. Et donc ce visage a été découvert en 1715 lors de travaux de fortification de la cité de Calvin, donc de Genève. Et cette découverte en fait la plus vieille découverte archéologique en cuivre datant de l'époque romaine en Suisse. Nous sommes devant une vitrine qui parle des mythologies gallo-romaines. Donc en 1, nous avons Sucellus. Excusez-moi, il est un peu en contre-jour. À côté, nous avons Mercure, qui est un des dieux romains qui a donné son nom à une des planètes du système solaire, donc la première. En 3, nous avons la statue de Fortuna, qui était donc une déesse en rapport avec la fortune, comme son nom l'indique. Après, les deux grands en fond, ce sont Vulcain et Apollon. Vulcain, je ne sais plus c'était le dieu de quoi, mais Apollon, bon, c'était le dieu de l'amour, donc voilà. En bas là, nous avons Hercule et Mars, donc bon, Hercule étant un héros mythologique et Mars le dieu de la guerre. Et voilà, nous avons Dionysos et Sol Invictus. Bon, Dionysos étant le dieu du soleil, donc qui d'après la légende, tous les matins, passe dans le ciel avec son char jusqu'au coucher du soleil. Et après, bon, nous avons d'autres objets à rapport avec la religion, entre autres une clochette et des petits pendentifs. Donc je vais pas, voilà. Bon, dans cette salle, nous avons bien d'autres objets d'artisanat et d'art de l'Antiquité, dans cette section-là. Donc bon, je ne vais pas tous vous les présenter, bon, entre autres des objets destinés dans la vie de tous les jours, donc des accessoires, des vêtements, des petites fioles de parfum. Donc, bon, il y a d'autres visiteurs, donc voilà, je suis pas seul. Après, une chose qui m'a mis fortement, je vais vous mettre une photo, mais il y a 2 dés, dont un qui est une sorte de dé toupie, qui je trouve amusant. Après, nous avons également des jetons pour jouer. Donc voilà. Déjà à l'époque, il y a beaucoup de jeux que nous jouons actuellement qui sont des variantes des jeux de l'époque. Après, nous avons d'autres objets qui sont en argent et en étain. Nous avons un ancien qui était autour d'un récipient en bois. Nous avons des poignées. Je crois que c'était les poignées d'un coffre, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Après, nous avons également des bracelets, nous avons un collier en or. Bon, il y a beaucoup de petits objets qui sont fort intéressants que je vous laisserai venir découvrir par vous-même. Donc moi je vais passer au moins 1, vous faire visite des galeries antiques. Je vous dis à tout de suite en haut. Bon, nous sommes au moins 1 dans la partie Égypte. Donc bon, au moins il y a également une partie grecque et une partie romaine, si je dis pas de bêtises. Donc bon, je vous les montrerai après. Pour le moment, on est là. Une chose qui m'amuse fortement avec l'Égypte, l'Antiquité, l'étude de l'Égypte et tout ça, c'est que l'Égypte est sur une très longue période. Cléopâtre, donc tout le monde connaît Cléopâtre, tout le monde connaît les pyramides et tout le monde connaît l'iPhone. Et en fait, Cléopâtre
est plus proche de l'iPhone, sa naissance, est plus proche de la création de l'iPhone que de la construction des pyramides. Parce que les pyramides, c'est aux alentours de moins 2500 avant Jésus-Christ, si je dis pas de bêtises. Elle est aux alentours de 200 avant Jésus-Christ, donc dans la partie romaine. Donc, il y a des gens partout. Bon, comme j'essaie de vous dire, comme il y a un petit peu des gens qui se battent partout, j'essaie d'éviter de les mettre dans le cadre. Bon, c'est pas toujours possible, comme c'est un environnement 3D, donc il y a des gens un peu partout. Hein. Ce que je veux dire à propos de Cléopâtre, de l'iPhone et des pyramides, c'est qu'en fait la construction des pyramides est bien plus lointaine que la création de l'iPhone par rapport à Cléopâtre. Parce que Cléopâtre est née aux alentours de 200 avant Jésus-Christ, si je dis pas de bêtises. C'est à peu près ça, c'est normalement. Et en fait, les pyramides ont été construites aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ. Ce qui fait que bon, l'iPhone est à 2200 années de différence avec Cléopâtre, alors que les pyramides en ont presque 2300. Quand j'ai appris cette information, je trouvais ça plutôt étrange, étant donné que je ne suis pas un grand professionnel en histoire. Je connais globalement ce qu'on apprend à l'école et un petit peu plus parce que je suis curieux. Donc je ne vais pas pouvoir vous apprendre des choses exceptionnelles. Donc je vais vous mettre quelques photos au-dessus que je parle. Comme ça vous verrez un petit peu les différentes choses qui sont exposées ici. Il y a vraiment des objets magnifiques. Donc il y a des petites sculptures en jade, en pierre, en bronze, en différents matériaux. Après, bon, nous avons également de plus grandes statues. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir ça avec les quelques photos que je vous ai prises et que je vais vous mettre en montage. Bon, je viens de passer une salle qui est sur l'archéologie nubienne. Bon, étant donné que c'est un petit peu comme l'archéologie égyptienne, je n'y connais pas grand chose, donc je ne vais pas vraiment vous en parler. Là, nous sommes dans une salle consacrée à la Rome antique, donc tout ce qui est romain et essentiellement de la poterie. Donc bon, avec différentes vitrines qui parlent de poteries qui ont été trouvées à différents endroits et de différents styles. Donc là par exemple, des poteries qui ont été trouvées dans l'Attique avec leur date de leur époque. Après, je ne vais pas vous dire autre chose. Après, un objet qui m'a marqué, c'est celui-là. Bon, je vais vous prendre des photos, je vous les mettrai. Donc, c'est celui-là en fait. Une chose qui m'a marqué, c'est en fait qu'il y a une croix gammée. La croix gammée n'est pas du tout un signe que les nazis ont inventé à l'origine. Moi, je sais que chez les hindous, la croix gammée, dans un sens, représente la paix et l'amour fraternel, tout cela, et dans l'autre sens, représente la guerre et la destruction. Bon, comme par hasard, les nazis ils ont pris celle qui correspondait à la croix gammée, donc paix et amour, alors que globalement on sait très bien que c'était le contraire. Après, chez les Romains, je ne peux pas vous dire à quoi correspond ce symbole, donc je vais peut-être regarder faire une recherche pour vous dire à quoi correspond ce symbole. Donc normalement vous avez bien dû le voir avec les photos. Bon, nous sommes au niveau d'une statue qui est un Apollon Sochrone. Bon, il y a des gens qui parlent, bon, je ne vais pas tous les éviter, voilà, bref. Donc, j'avais deux choses que je voulais vous montrer à propos de cette statue. C'est en fait la partie du haut, donc, qui est plus claire que la basse. C'est en fait une reconstitution à partir d'une copie qui est au Vatican. Donc, pour qu'on puisse la voir convenablement et pas avoir une moitié de statue, étant donné que, vu son grand âge, elle date de 200 à 300 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une statue très ancienne. Donc voilà, la partie du haut est une reconstitution. Mais la chose principale que je voulais vous parler, c'est en fait le pénis des statues. Donc bon, ça va faire rire les gamins, mais je m'en fous. Donc les pénis des statues antiques sont toutes de petite taille. Donc les statues romains, grecques ont toutes des pénis de petite taille parce qu'en règle générale, ça représente des divinités ou des nobles. Et en fait, à l'Antiquité, avoir un petit sexe était une preuve de noblesse, alors qu'avoir un gros sexe était une preuve de bestialité. Et une raison pour laquelle il y a beaucoup de statues antiques qui ont une feuille de vigne, ou alors, comme ces deux-là, un creux au niveau du pénis. Donc celle-là, qui est une autre statue, bon, qui n'a pas été restaurée, qui n'a pas été rattrapée, et celle-là aussi, ont eu la pénis coupée. Et bon, au Vatican, les statues, pour éviter que ça se voit et que ça soit moche,
ont été remplacées par une feuille de vigne. Et donc cette dégradation des statues au niveau du pénis était due à l'Église qui trouvait que ces statues étaient abjectes, etc., etc., et qui ont donc fait enlever les pénis des statues où on leur a fait tailler une feuille de vigne à la place, donc pour qu'elle soit plus politiquement correcte à leurs yeux. Nous sommes devant une vitrine comportant plusieurs objets en verre, le verre étant un matériau qui est travaillé depuis l'Antiquité. D'après beaucoup de récits historiques, la fabrication du verre a été découverte par accident. Ce seraient des Phéniciens qui auraient fait un feu sur une plage et en fait ils auraient remarqué que le sable s'était vitrifié sous le feu. Et c'est donc comme ça qu'on a découvert que le sable de silicate, donc du silice, faisait des objets du verre. Et ensuite, au fur et à mesure, ils ont appris à travailler et cela a donné les objets que nous voyons dans la vitrine, qui sont tout à fait classe et qui n'ont rien à envier à nos verres actuels, mis à part la transparence. Donc voilà. Il y a plusieurs vitrines comportant des objets en verre, donc aussi bien de la période égyptienne que de la période romaine. Donc là, nous sommes dans une salle d'exposition qui parle de Rome. Donc, je vais vous parler un petit peu des monnaies romaines. Et ensuite, je pense qu'on va se dire au revoir. Bon, dans la salle qui parle de Rome, il y a une bonne partie qui parle de numismatie, donc des pièces qui ont été frappées sous l'époque romaine. Donc bon, je vous mettrai quelques photos pour que vous les voyez de plus près. Et une chose qui est fort amusante à propos de ces pièces, c'est que bon, beaucoup de pièces ont été frappées au nom d'empereurs, de rois, des personnages célèbres de l'époque. Et donc, dans la partie qui est plus à droite, je vous montrerai après, mais ils ont fait certaines pièces qui sont frappées au visage des empereurs avec leur buste, ce qui est tout à fait intéressant. Donc, voilà. Bon les gens, ça va être la fin de cette vidéo qui est plutôt courte niveau visite et commentaires audio de moi. Donc nous sommes devant ce magnifique logo de la ville de Genève avec la devise Poste Tenebra Lux. Bon, nous sommes dans la cour du restaurant qui est tout à fait magnifique et agréable. Donc bon, il y a quand même 2-3 expositions à l'extérieur, de pierres gravées. Là-bas, nous avons les entrées d'une porte, par exemple. Bon bref, moi je vais vous dire au revoir. Étant donné que, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand connaisseur en histoire, malgré que c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Je vais donc vous faire une galerie de photos avec une musique, comme pour le musée d'ethnographie. Donc ça va être un truc plutôt sympathique, comme ça vous pourrez vous donner une idée de ce qu'il y a dans le -1 et le -2 du musée d'art et d'histoire. Et comme ça vous n'aurez qu'à venir voir de vous-même le reste si cela vous a intéressé et que vous voulez venir voir quoi. Bon bah moi je vous dis au revoir, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous laisser donc avec la galerie de photos. Bah, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like. Allez voir la page Facebook, likez-la aussi, comme ça vous aurez toutes les actualités sur les prochaines vidéos. Partagez la vidéo à tous vos contacts, histoire de me faire connaître. Partagez. J'ai vraiment besoin de votre aide pour me faire connaître. Donc voilà, et merci beaucoup. A plus, les gens.